Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les TBO. Nous sommes aujourd'hui à Landerneau. La ville vient d'inaugurer un nouvel espace dédié à l'art contemporain, la Galerie de Rohan. Dans un instant, nous rencontrerons l'une des médiatrices culturelles des lieux et également le maire de la ville, Patrick Leclerc. Mais avant cela, nous découvrons ensemble l'actu du jour dans le Finistère. Deuxième jour de blocage sur le pont de l'Iroise à Brest. Les annonces du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll étaient attendues par les éleveurs finistériens. Mais cette crise s'ajoute à une situation qui était déjà dramatique. Et sur le sujet, il faut qu'on soit dans la prévention absolue, dans l'écoute absolue, dans le respect absolu. Divisé par le nombre d'exploitations, ça représente un seau d'eau pour 10 vaches. Voilà. Le gouvernement a annoncé un plan d'urgence de près de 600 millions d'euros. Ce plan comprend 24 mesures autour de 6 objectifs. Redresser le prix des viandes, désendetter les éleveurs, augmenter la compétitivité, encourager les consommateurs à acheter français. Autant de mesures qui, en pratique, déçoivent les agriculteurs finistériens. On parle encore de report de charges, d'allègement, d'avance. C'est pas ce qu'on veut du tout. C'est encore facile de promettre des allègements de charges ou des reports en fin de tableau. Mais un report en fin de tableau sur un prêt, ça sert à quoi ? Ce sera de l'argent qu'on ne remboursera pas demain, mais qu'on aura remboursé après-demain. Nous, ce qu'on veut, c'est du prix tout de suite. On l'a déjà dit dès le départ, ce ne sont pas des aides. Il faut relativiser aussi l'enveloppe. On parle de 600 millions d'euros. On est 500 000 agriculteurs en France. Faites le calcul, ça fait un peu plus de 100 € par agriculteur en France. Les mesures sont aussi jugées trop peu offensives à l'encontre des intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Alors, on nous fait croire un coup que c'est la distribution, une autre fois que c'est les transformateurs. Je crois que c'est un peu des deux. Tout ce que l'on voit au niveau des observatoires, c'est que c'est le producteur qui est le plus lésé. Le consommateur, lui, ça ne change rien pour lui. Donc on demande une répartition des marges juste, très peu d'argent supplémentaire pour nous faire vivre, nous, dignement, un peu moins pour les transformateurs et un peu moins pour les distributeurs. Contrairement aux éleveurs normands, les agriculteurs finistériens ont décidé de maintenir le blocage dans le département. À Quimper, la voie express reste bloquée et à Lannion, des débordements ont eu lieu la nuit dernière devant la sous-préfecture. En milieu d'après-midi, les agriculteurs se sont dirigés vers le centre-ville de Brest, direction le rond-point de Morlaix où un nouveau blocage est en cours. L'action risque de se poursuivre tard dans la nuit. À Brest, ce mercredi matin, une joyeuse troupe débarque au Moulin Blanc. Tout droit venu de Crozon, par les flots, ce sont les participants du camp de l'Ordre de Malte. Cette association caritative, vieille de 900 ans, organise chaque été un camp de vacances où des personnes handicapées venues du monde entier viennent s'amuser. Cette année, c'est la France qui accueille, et plus précisément, les locaux de l'école navale de Lanvéof. Là, cette année, nous avons 25 pays, c'est 565 personnes, 200 handicapés. Les plus loin viennent du Cameroun, du Sénégal, du Liban, mais on a aussi des États-Unis. Les Ukrainiens sont venus en camionnette, ça a pris 3 jours, mais ils sont venus en camionnette depuis Kiev, pays en guerre. Et l'objectif de cette semaine, c'est de dépasser les frontières du handicap. Il faut qu'ils oublient leur handicap, qu'on leur donne de la joie de vivre et qu'ils aient la force après de pouvoir affronter leurs difficultés pendant toute l'année. Après le char à voile, la plongée sous-marine ou encore l'acrobranche, c'est à Océanopolis que se rendent ce jour-là les participants. Même certains n'ont jamais visité l'aquarium tout court, certains sont assez peu mobiles, comme vous avez pu vous en rendre compte, et c'est une opportunité incroyable pour eux déjà de monter sur un bateau en soi, ça paraît anodin mais c'est exceptionnel. Une parenthèse enchantée qui fait l'unanimité auprès des participants. Ça me permet de faire des activités que je n'ai jamais faites, par exemple du char à voile. J'ai jamais pensé pouvoir faire ça un jour, et ben voilà, je l'ai fait. On s'amuse bien, on dort peu, mais bon, on est aussi en vacances. Bon, les vacances ne sont pas faites pour dormir, hein, ça tout le monde le sait. Pour Simon, qui vient du Cameroun, et pour la première fois en Europe, ce camp, c'est une révélation. Hier, nous avons fait de la plage que j'ai tant aimée. Tu as dansé avec combien de filles hier soir? Ah, toutes les filles de la salle, j'ai dansé avec toutes les filles. Et surtout, il y a de belles filles au camp. Il y a de très belles filles au camp. Et malgré la météo un peu instable des derniers jours, le soleil a brillé dans les cœurs et les participants repartiront ce vendredi gonflés à bloc. Face au port, l'obélisque de Lanildut est en place. Les bénévoles en posaient la dernière pierre ce mardi après-midi. Du haut de ses 4,66 m, il est la réplique au 7e de son cousin bien connu qui trône sur la place de la Concorde à Paris.
Et même s'il est plus petit, il fait déjà la fierté des habitants de l'Anildut. Je voulais voir l'installation de l'obélisque et de cette œuvre qui va faire très beau dans le paysage de l'Anildut devant le port. C'est pour marquer dans le souvenir l'œuvre qui a été faite, les carriers qui ont transporté la pierre. Pourquoi un obélisque à l'Anildut ? Parce que l'histoire de l'Aberilldut et des tailleurs de pierre remonte à bien loin. Le socle de l'obélisque de la place de la Concorde a d'ailleurs été fabriqué en granit de l'Aberilldut. Pour ériger ce nouveau monument, des bénévoles aident à la mise en place technique. Le camion il est venu avec la dernière pierre de l'obélisque et on a fait le ciment, on a mis de la résine et puis on a collé, on a mis la dernière pierre en place. Ça marque l'histoire de l'Anildut avec tous les carrières et les vieilles pierres et tout ce qui s'ensuit. Moi c'est un souvenir qui va rester marqué pour nos petits-enfants et peut-être arrière-petits-enfants, s'il dure aussi longtemps que celui qui est à Paris là-bas. Le projet est participatif, 6 associations du voisinage mettent la main à la pâte et les dons ont permis de financer l'idée. Pour la commune, c'est une opération qui ne coûte pas un centime aux contribuables de la commune, parce qu'il y a une souscription qui a été lancée et la souscription a largement couvert le prix de l'opération qui s'élevait à 10 000 € cette réalisation. Donc, contrairement à ce qui est dit, ça ne coûte rien aux contribuables de la commune ni des communes environnantes. Un obélisque face à la mer, cela risque fort d'attirer quelques touristes de plus à l'Anildut. Marie-Emeline, bonjour. Marie-Emeline, médiatrice, ici, oui, tout à fait. À la galerie de Rohan. Alors, on se trouve au milieu des œuvres contemporaines. On va commencer déjà par découvrir cette œuvre qui est assez surprenante. On imagine tout de suite une porte, mais c'est un peu plus que ça. Oui, c'est un peu plus que ça, puisque c'est une des rares œuvres d'art contemporain qu'on peut toucher. Ouais. Je tiens à le préciser. C'est une artiste qui s'appelle Maria Nordman, qui est d'origine allemande, mais qui travaille aujourd'hui aux États-Unis et qui travaille énormément sur le concept d'intégrer le spectateur à ses œuvres. Ce qui n'est pas négligeable dans l'art contemporain, d'où le fait que vous puissiez toucher ces œuvres et interagir avec elles. D'accord. Donc ces œuvres sont souvent présentées sur 2 panneaux latéraux comme ceci, sur du calque, qui permettent de laisser passer la lumière, de laisser passer le visiteur également s'il le souhaite. Ah, donc je peux passer? Vous pouvez passer. Hop là, voilà, ça y est. Donc j'ai participé à l'œuvre. Vous avez participé à l'œuvre, vous avez interagi avec elle, et c'est tout ce que souhaite Maria Nordman. Alors vous, votre rôle ici, Marie-Emeline, c'est justement d'expliquer un petit peu ce type de démarche. L'art contemporain fait peur, mais parce qu'il ne faut pas oublier que l'art contemporain reste de l'art. Et là est d'abord un ressenti. Donc quand vous allez vous trouver devant une œuvre d'art contemporain, n'oubliez pas que, alors toutes les œuvres ne sont pas tactiles évidemment, mais n'oubliez pas qu'il faut d'abord les regarder avant de les comprendre. Marie-Emeline, la médiation c'est même auprès du plus jeune des publics, c'est-à-dire les enfants, ici. Oui, et à la galerie de Rohan, on commence par eux, puisque on a un livret jeu qui est à disposition des enfants, des plus jeunes, pour les aiguiser, vraiment aiguiser leur œil à l'art contemporain. Ici, la démarche c'était quoi? De montrer le processus créatif du sculpteur, c'est-à-dire partir de son idée en 2 dimensions. Donc on a beaucoup de dessins. Vous en avez juste derrière moi avec Aurélie Nemours, vous en avez ici avec Étienne Adjou, vous en avez de l'autre côté, des dessins qui sont préliminaires au travail de création d'un sculpteur. Et on va jusqu'à l'œuvre en 3 dimensions, comme cette œuvre en bois ou l'œuvre de Maria Nordman dont on a parlé tout à l'heure. Vraiment son travail de A à Z, pour comprendre comment l'artiste arrive à travailler à partir de la 2 dimensions pour aboutir à la 3 dimensions. Marie-Emeline, il y a 2 espaces ici. On va peut-être aller découvrir l'autre espace. Alors on va pénétrer donc dans ce 2e espace avec cette sculpture monumentale. Alors, c'est une œuvre de Stanislas Kolibal. Donc là, c'est un artiste tchèque qui a souhaité travailler sur la mise en espace des formes. Il cherche à comprendre ce qui fait que chaque élément est manipulable dans l'espace. Et vous avez juste à côté 2 dessins de lui, qui sont des dessins préparatoires à ses œuvres. Marie-Emeline, merci beaucoup de nous avoir donné un tout petit aperçu ici de toutes les explications. Combien de temps dure la visite à peu près quand vous
vous accompagnez le visiteur? Alors il n'y a pas de visite commentée précise, Ouais. mais nous sommes 3 médiatrices et nous sommes vraiment à disposition des visiteurs pour qu'ils puissent venir nous voir, appréhender l'art contemporain sous ses différentes formes. Et on est là vraiment pour éviter que l'art contemporain fasse peur. Voilà, super, merci beaucoup. On peut rappeler que Je vous en l'exposition La Lignée de Volume est visible jusqu'au mois de novembre et que ici c'est gratuit. Tout à fait. Merci beaucoup Marie-Emeline. Nous on va aller rejoindre dans un instant le maire de Landerneau à l'extérieur. Voilà, nous sommes sortis de la galerie de Rohan et nous sommes avec Patrick Leclerc. Patrick Leclerc, bonjour. Bonjour à vous. Maire de Landerneau. Alors, Landerneau a vraiment cette ambition de devenir un pôle de référence pour l'art contemporain avec l'ouverture de cet espace. Alors, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, on a investi ce champ, puisque avec l'ouverture du fonds Hélène-Édouard Leclerc à Landerneau, qui expose cet été Giacometti, on a vu un intérêt grandissant vis-à-vis de cet art. Et vous vouliez accompagner Et cet voilà. élan ? Et on s'est dit qu'il fallait s'appuyer sur la culture, sur l'art contemporain. Donc pour cela, on a pris l'initiative de créer un lieu complètement municipal dédié à l'art contemporain à travers cette galerie de Rohan, qui est la première pierre d'un édifice qu'on essaye de construire pour en effet essayer de nous doter d'une identité un peu plus importante, pour faire en sorte que les personnes qui viennent voir le fonds Hélène-Édouard Leclerc restent un peu plus longtemps sur Landerneau et puis consomment évidemment dans la ville. Vous venez d'en dire trop, là, un édifice dédié à l'art contemporain, ça va se matérialiser comment? Ça veut dire que toute la ville va être dédiée Non. Là, dans un premier temps, en effet, nous ouvrons cet équipement. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer d'investir aussi l'extérieur avec, pourquoi pas l'achat de sculptures, pourquoi pas aussi de l'événement avec des mises en lumière sur certains sites. Et puis, on a envie aussi de favoriser l'émergence d'artistes avec des résidences. Ah oui. Et donc c'est le projet qu'on aimerait faire aboutir dans les années à venir. Le fonds Hélène et Édouard Leclerc a été, vous le disiez, un peu un déclic. C'est vraiment un moteur aujourd'hui, 3 à 4 ans après l'ouverture, pour la ville de Landerneau aussi. C'est 150 000 visiteurs par an. Donc évidemment, ça a été un déclencheur, avec une veille quand même de ne pas faire de Landerneau une ville musée. C'est pas du tout le but. Il faut que la population s'approprie cette démarche, que les scolaires s'approprient cette démarche. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la médiation. Ici, lorsque vous visiterez la galerie, vous pourrez être accompagné dans votre visite, parce que l'art contemporain, c'est pas toujours évident à comprendre, et il faut vraiment que on accompagne cette démarche. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici à Landerneau. Pour notre part, on se retrouve demain à 19h30 pour un nouvel ETBO. Bonne soirée à vous.